بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour madame. Donc aujourd'hui vous allez nous présenter l'essentiel de votre travail de thèse de doctorat intitulé Effet de changement climatique sur la qualité des eaux souterraines de la plaine de Fkirina, de la wilaya de Moulbouaki, devant le jury composé par professeur Hoha de l'université de Khashla, c'est directeur de thèse, le professeur Hamdi de l'université également en tant qu'examinateur, et Gouaidia Rayashi, donc il s'est excusé pour des raisons personnelles. Monsieur Raye Bessad, docteur de l'université également, et docteur Monsieur Siyad Yami de l'université de Baji Mokhtar Al-Nara. Donc, et moi-même, en tant que président du jury, M. Khachis Slimane de l'université de Lyon. Donc, madame, vous avez entre 30 à 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail et on vous souhaite un bon courage. À vous la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable membre du jury, Monsieur le Président, les invités, bonjour et soyez les bienvenus. Vraiment, je tiens à exprimer mes vifs remerciements aux membres du jury qui ont voulu bien examiner mon travail et au monsieur le promoteur pour m'avoir suivi dans l'élaboration de cette étude. Vraiment, j'ai l'honneur de vous présenter ce jour-là ma thèse qui est sur l'intitulé de l'effet de changement climatique sur la qualité des eaux souterraines wilaya de Moulbouaki, qui a comme un objectif de déterminer la qualité des eaux souterraines de la plaine de Fkirina et de connaître le rôle principal de fluctuation climatique dans ces eaux. Pour cela, nous allons présenter nos observations et nos interprétations des mesures du terrain pour essayer de répondre aux questions suivantes. La première question est quel est l'état actuel des paramètres chimiques de la qualité des eaux souterraines de la plaine de Fkirina. La deuxième question est quels sont les phénomènes climatiques qui vont intervenir dans la dégradation des eaux souterraines s'il a été prouvé. Pour cela, on va suivre le plan de travail suivant. On commence par une introduction et description générale de la zone d'étude et description de changement climatique et de la zone d'étude, suivi par une description d'études de changement climatique et enfin résultat discussion et conclusion. Pour répondre à mes questions, nous avons commencé par une introduction. La qualité des eaux dans ces dernières années a connu un grand changement à cause des problèmes de l'industrie, de l'activité anthropique à usage des engrais chimiques et principalement à cause de changements climatiques qui vont bloquer le développement durable qui a un intérêt immense sur la vie humaine. Les recherches scientifiques dernièrement ont basé beaucoup plus pour ce domaine sur l'hydrochimie des eaux qui a un intérêt immense. Pour notre étude proposée, nous avons essayé de récolter toutes les données géographiques, géologiques, climatiques et hydrochimiques de la plaine de Fkirina. Pour cela, on a partagé notre étude sur deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Pour la première partie, nous avons essayé de donner un aperçu sur les différents regroupements recensés, à savoir au chef-lieu de la commune de Fkirina, en prenant en compte de lignes un certain nombre de variables jugées primordiales avant d'entamer notre étude. On commence maintenant avec la description de la zone d'étude.
La plaine de Fkirina appartient au sous-bassin versant de Garat al-Tarf qui représente une partie des autres plaines constantinois, des monts de Melek, des monts de Memcha et des monts de Hrekta. À 900 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, elle s'étend sur une superficie de 650 km². Elle se trouve à une distance de 55 km au sud-est de la wilaya de Mbouagui et à 40 km au nord-est de la wilaya de Khinchla et à 18 km au siège de la daïra de l'île Baïda. La plaine de Fkirina, elle est considérée comme un secteur rural agropastoral et elle est alimentée aux deux importantes sources d'eau au sud-est de la plaine, qu'il s'agit de Oued Isfer et Oued Ulma. Maintenant, je passe directement à la description géologique, comme la carte géologique elle représente. La structure géologique de la plaine de Fkirina est caractérisée par des montagnes calcaires qui forment des montagnes calcaires qui forment la principale ligne de relief, dont les altitudes dépassent les 1100 mètres d'altitude, de direction nord-est, sud-est. Les mouvements tectoniques ici sont très forts. Se font des larges plaines qui se forment des plateaux où on trouve les interfaces de rupture sont très fortes et qui permettent une grande perméabilité à l'eau ici. Donc, en général, la plaine de Fkirina est recouverte principalement par la formation quaternaire. On constate de bas en haut une couverture de terrain. Une recouverte de terrain constitue essentiellement des couches de calcaire, plutôt de calcite, intercalant des couches minces de marne dur et d'argile. Les formations secondaires et tertiaires sont localisées à l'extrême sud de la plaine. Donc, on peut avoir, d'après la lithologie géologique, on peut avoir une idée sur la minéralisation des eaux souterraines. Alors, les calcaires nous donnent un faciès bicarbonaté calcique, alors que les marnes sont à l'origine des faciès sulfatés. À partir donc, maintenant, je passe directement à la partie pratique qui commence par une étude de changement climatique et le côté expérimental, résultats et discussion. Le climat de la région, d'après le diagramme ombrothermique de Gosson et Bagnon, le climagramme d'Amberger et l'indice d'aridité, que le climat de la région est semi-aride de type continental, froid et pluvieux en hiver, sec et chaud en été, et les périodes de printemps et de temps sont très courtes. Donc, en faisant l'analyse des années de l'année 1995 jusqu'à 2017, on trouve que la moyenne de la température de la région mensuelle est de 15,67, alors que les précipitations dominent dans cette période avec un total de 404,66 degrés Celsius. Donc, à l'échelle annuelle, on remarque que l'évapotranspiration potentielle dépasse largement les précipitations. Alors, les précipitations ne couvrent pas la formation, ne couvrent pas les besoins de l'évapotranspiration potentielle, automatiquement ne permettent pas la formation de RFU. Et en faisant l'analyse annuelle de l'évolution de température pendant cette dernière 30 années, on a remarqué que la région, ou bien l'existence d'un grand changement climatique. On commence par, on remarque d'après la figure évolution de température de la zone d'étude, la figure montre qu'il existe deux périodes très importantes et des périodes d'évolution de température plus ou moins importantes. Il existe deux périodes. La première période s'étale sur 8 ans. Elle commence de 1987 jusqu'à l'année 1995. Donc, c'est une période de sécheresse. La précipitation
chute et température élevée. Alors que d'après la carte aussi, on remarque qu'il existe une période longue de sécheresse de 1995 jusqu'à l'année de 2010. C'est une période où la température est élevée successivement pendant 15 ans. Alors, en parallèle, on remarque pendant cette période que la précipitation est très importante et elle dépasse, dans la deuxième figure, et elle dépasse les 500 mm. Alors, la deuxième période de 2010 jusqu'à 2017, c'est une période où les températures varient entre 15 et 16 degrés Celsius. Ici, on trouve que la précipitation est faible et n'a jamais dépassé les 500 mm. Donc, ici, chose qui explique que la région d'étude est touchée par un grand réchauffement climatique. Cet réchauffement climatique, où les spécialistes ont déjà parlé de ce phénomène depuis des années. Et la figure suivante illustre tous ces données pour la précipitation. Ces observations de l'évolution thermique poussent à ne pas retenir l'évolution thermique comme l'une des causes principales de différenciation chimique entre les eaux de la nappe. Seulement, il faut prendre en considération que l'évapotranspiration, c'est le phénomène le plus important, avec quoi où la profondeur est faible et les conditions climatiques seraient sévères. Donc, la plaine de Fkirina, automatiquement, et selon la géologie Taha, on a trouvé que la plaine de Fkirina est proche à la superficie. Donc, le phénomène, on a priori ici de sujette au phénomène de l'évaporation beaucoup plus. Pour étudier l'effet du changement climatique des eaux souterraines de la région d'étude, nous avons effectué des sorties de reconnaissance du site auxquelles on a choisi les différents forages et des puits à étudier les paramètres physico-chimiques. Ces paramètres physico-chimiques ont été effectués au niveau de laboratoire de chimie, département sciences de la Terre au niveau de l'université de Constantine, l'autre au niveau de la Narache et une partie au niveau de l'ADIE de la wilaya de Khachla. Donc, pour étudier, les analyses automatiquement physiques sont mesurées à l'aide des paramètres, à l'aide d'un spectrophotomètre à flamme in situ, alors que les paramètres chimiques sont mesurés à l'aide d'un spectrophotomètre à flamme. Pour cela, un certain nombre de cartes et de diagrammes ont été élaborés qui servira de base l'interprétation générale des mesures de paramètres physico-chimiques pour mieux comprendre l'impact du changement climatique d'un côté et d'un autre côté, il faut toujours prendre en considération l'impact de ces changements climatiques sur chaque paramètre. Sachant que il faut prendre en considération que la première période de campagne d'études, c'est en 2003, qui appartient à la période pluvieuse, en 2003, alors que la deuxième campagne d'études appartient à l'année 2016, qui est considérée comme une période de sécheresse, et en sachant que la pluviométrie a un grand rôle prépondérant dans l'hydrochimie des eaux. Par quoi? Par le phénomène de lessivage de terrain, c'est-à-dire où on trouve la précipitation élevée, donc la dilution des sels des sels minéraux passant en solution sont très grandes. Je passe directement à l'explication des paramètres physiques. Je commence par la température. Il est admis automatiquement que la température de l'eau est influencée par la température de l'air.
la température de notre eau étudiée est en 2003 et en 2016 est inférieure à la norme de potabilité qui est de 25 degrés Celsius. Donc, les températures de l'eau varient entre 17 de la région, il varie entre 17 et 22 degrés Celsius, sachant que la température de l'air trouvé est 15,74 degrés Celsius. Ces valeurs traduisent la présence d'une nappe alluviale non profonde alimentée par les eaux météoriques. Il pourrait signaler aussi, comparativement avec les normes, que ces eaux de la région sont excellentes, et sachant que la température de l'eau n'a pas aucune incidence sur la santé humaine. Je passe directement à la conductivité. La conductivité, les valeurs de la conductivité en 2003 et en 2016, à partir les cartes de concentration, sont des valeurs supérieures à la norme de potabilité. On s'aperçoit qu'on assiste à une concentration très élevée, une concentration beaucoup plus dans le sens d'écoulement. Donc, il s'avère que, selon le classement, selon ce classement, que les eaux de la région sont des eaux salines. Sachant que la température où on trouve la conductivité élevée, automatiquement, on a un degré de minéralisation très élevé. Et aussi, si on compare les valeurs de 2003 et 2016, on trouve que les valeurs en 2003 en 2016 sont élevées à celles remarquées en 2003, ce qui explique vraiment l'influence de la sécheresse et l'élévation de température à la base de la chute de précipitations sur nos eaux. Maintenant, je passe directement à la dureté. La carte de la dureté en 2003 et en 2003, d'après la carte de concentration, on observe que la totalité des échantillons analysés dépasse les normes de potabilité et donc automatiquement la zone d'étude ont des eaux de dureté très élevées, soit en 2003 ou en 2016, ou presque la valeur maximale jusqu'à 80 degrés F. La minéralisation, automatiquement, elle augmente dans le sens d'écoulement et avec la profondeur de la nappe. Donc, pour la minéralisation, ces augmentations du fait de quoi? Du fait de la lithologie de la région d'étude et aussi de l'intrusion des eaux du substrat en réponse au pompage intensif des eaux de substrat et aussi dans le sens d'écoulement. Donc, pour la minéralisation, l'augmentation de la carte, l'examen de la carte de la minéralisation, il y a une évolution dans le sud de la région de l'amont vers l'aval avec une valeur de 372 mg par litre. Au centre de la région où il existe la formation quaternaire, la minéralisation atteint jusqu'à 5600 mg par litre, alors que dans l'exutoire ou toute la plaine en général, la minéralisation atteint jusqu'à 946 mg par litre. Concernant les paramètres chimiques, les résultats de mesure obtenus au laboratoire de la carte de calcium pour l'eau étudiée montre que la plupart des eaux de la plaine sont à une concentration très élevée. Ces concentrations sont supérieures à la norme de potabilité qui est exigée par l'OMS, qui est de 100 mg par litre. On peut lier ces fortes valeurs de calcium, premièrement, à la présence d'un niveau évaporitique dû à la dissolution de Campania maastrichtien, aussi sont à l'origine de l'influence de l'activité anthropique, beaucoup plus l'utilisation des engrais chimiques, la présence d'un niveau évaporitique de formation triacique et à l'échange de base des minéraux argileux. Alors que
il existe aussi des valeurs ne sont pas élevées, faibles dans les zones qui sont dans le sens d'écoulement, où l'écoulement de l'eau est faible, et aussi les concentrations donc les eaux de cette région ne pas influencées par la dissolution des formations carbonatées et gypsifères. Concernant le deuxième paramètre qui est le magnésium, la carte de concentration de magnésium en 2003 montre que le magnésium est relativement faible dans presque la totalité des points de prélèvement de l'eau. Et augmente et dépasse de loin la norme de l'OMS, et on peut attribuer ces fortes teneurs en magnésium à la dissolution des dolomites, exactement du formation Campania Maastrichtien à l'est. Nous savons que le magnésium est un indicateur de temps de résidence des eaux souterraines. Donc, on peut lier l'augmentation de cet élément à la dissolution des formations géologiques et sa dilution par quoi? Par les eaux météoriques. Alors qu'en 2016, le magnésium est faible parce que il y a la diminution, on peut lier cette diminution entre 2003 et 2016 à la période de sécheresse. Concernant maintenant le sodium ici est varié entre 14 mg par litre comme une valeur minimale et 247 comme une valeur maximale, donc 274 comme valeur maximale, donc avec une moyenne de 145. Donc ici le sodium ses teneurs sont fortes et dépassent la norme de potabilité. On peut attribuer cette teneur élevée à la migration des eaux salées en provenance des eaux évaporitiques dues à la dissolution des eaux de Sebra en réponse au pompage intensif et aux formations triassiques. Dernier point par rapport aux éléments chimiques, c'est le potassium, où elle varie entre 20 mg comme valeur maximale et 0,2 comme valeur minimale, donc la moyenne c'est 10. On peut attribuer les fortes teneurs automatiquement pour le potassium à la pollution agricole par l'utilisation des engrais chimiques. Concernant les anions, je commence par le chlorure. Il serait utile que les fortes teneurs de chlorure qui sont supérieures à 250 mg par litre premièrement, la cause c'est la dissolution des formations triassiques au sud de la plaine. Deuxièmement, dans le centre où il existe le Sebra Tarf, qui est considéré comme une zone d'embouchure oued Sebra, est une zone où l'intrusion des eaux de Sebra, parce que les eaux ici sont des eaux saumâtres depuis le Sebra et la migration des eaux salées. En 2016, les analyses prélevaient que les quantités de chlorure est normale et elle est située au nord-est, donc ça se peut lier à la pollution des eaux, d'un côté par la dissolution des formations triassiques ou bien par les eaux usées et l'influence de l'activité anthropique au niveau de la centrale turbine à gaz. Pardon. Par rapport maintenant au bicarbonate, les bicarbonates dans la région d'étude
d'après la carte, présente des valeurs très élevées et des teneurs alarmantes, supérieures de loin la norme de potabilité. On peut attribuer ces fortes teneurs en bicarbonate à la dissolution, on peut attribuer les fortes teneurs en bicarbonate à la présence des formations. Prenez votre temps, madame. Pardon, je vais, madame. Normal. L'accroissement de teneur des bicarbonates juste à la sortie des calcaires dans le sens d'écoulement, et on s'éloigne à ces points. Les bicarbonates s'en précipitent parce que les eaux doivent saturer et aussi elles se trouvent contrôlées par les minéraux argileux qui existent au niveau de cette place. En 2016, l'eau de la région a une teneur très élevée de bicarbonate. C'est par rapport aux ions considérés. Ce qui confirme son origine bicarbonatée. Maintenant, je passe directement au sulfate. Les teneurs trouvées de sulfate en 2003 sont alarmants, dépassent de loin la norme de potabilité. La présence, il atteint jusqu'à 2660 mg par litre comme une valeur maximale. La présence de l'inclusion gypsifère et les roches évaporitiques seraient responsables à cette élévation. Aussi, par rapport les sulfates en 2003 aussi sont élevés. Ils se trouvent beaucoup plus dans les points et les forages qui sont situés au nord-est de la plaine. Ce qui explique l'impact et l'influence de la centrale turbine à gaz qui est très proche à 6 points. Donc, elle s'inspire le surcroît ici de teneur en sulfate aux activités ou bien à l'activité de courant électrique vagabond suivie par l'oxydation, la réaction oxydoréduction par les pluies qui conduira l'infiltration du sulfate vers les nappes phréatiques. Conséquente la mauvaise odeur qui existe au niveau de cette place malgré l'absence de réseaux d'assainissement. Et aussi, on peut lier la cause à la dissolution des formations qui sont riches en argile, qui sont riches plutôt en sulfure, comme le quaternaire d'argile. Le nitrate, maintenant, pour les teneurs de nitrate, on trouve qu'en 2003, les valeurs de nitrate sont alarmantes. Surtout, les foyers de contamination se trouvent dans le nord et le nord-ouest et attribués à la pollution agricole par les engrais chimiques, soit l'utilisation des engrais chimiques naturels ou artificiels, et aussi à l'élevage et la culture intensif, parce que la zone est considérée comme un secteur rural agropastoral, et aussi à l'impact des eaux usées qui est rejeté par la population d'agglomération de Fkirina, qui est vraiment malheureusement rejetée de façon anarchique et non contrôlée dans Oued Nini. En 2016 aussi, on a remarqué que les concentrations de nitrate sont très alarmantes et dépassent de loin les 50 mg par litre qui est préconisé par l'OMS. Et c'est ça qui provoquait les maladies méthymoglobinémie chez les nouveau-nés moins de 6 mois, alimentés automatiquement par les biberons. D'après le diagramme de Piper et de Schaller,